souvent, quand on s'arrête de fumer du jour au lendemain, on n'est pas suffisamment prêt et on craque. Il faut un petit peu se préparer. Il faut savoir si on a besoin de substituts nicotiniques, comment je vais faire pour gérer mes émotions autrement qu'avec la cigarette, comment je vais faire quand je vais être en soirée avec mes copains. Tout ça, ça s'anticipe. AVS avec Philippe Robichon. AVS pour à votre santé, bonjour et bienvenue, ravi de vous retrouver. Tiens, on va parler de tabac ce matin avec mon invité qui s'appelle Katie Deleyris, bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes tabacologue spécialisé en addictologie et spécialisé dans le sevrage du tabac et du cannabis, c'est pour Tariq qui réalise l'émission, créatrice de contenu en prévention des addictions et vous venez de publier « J'arrête vraiment de fumer » chez Marabout. Ça y est, vous n'en avez plus marre de votre livre ? Non, c'est le début. Et puis, je pense pas en avoir marre parce que j'y ai mis beaucoup de cœur. Ce que vous dites, j'ai assommé les gens autour de moi en disant j'en ai marre de ce livre, j'en ai marre de ce livre. J'en ai eu marre de l'écrire. Oui, de l'écrire, oui, mais c'est ça. Mais maintenant, il est là, je suis ravie. Mais de l'écrire, oui, c'était... C'est quoi la différence entre écrire un livre et faire des vidéos, finalement, et faire beaucoup de contenu ? Parce que vous faites beaucoup de contenu, où il y a déjà des écrits. Oui, tout à fait. Mais sauf que... les vidéos, je les fais sur une idée précise. Tiens, comment faire après le repas, comment faire pour me relaxer sans cannabis, etc. Là, il fallait que ça soit complet et il fallait que j'ordonne mes idées parce que c'était confus. Et c'est ça qui m'a pris le plus de temps, c'est de dire dans quel sens je vais mettre les choses. Poser les choses. Vous avez commencé votre parcours professionnel en tant que diététicienne, une carrière qui a duré presque 9 ans. Et puis vous vous êtes réorientée, vous êtes retournée à la fac. Oui, tout à fait. Ouais. En fait, au bout de 9 ans, j'en avais un peu marre de la diététique. Et c'est un médecin avec qui je travaillais qui m'a dit « Mais pourquoi tu passes pas ton diplôme de tabacologue ?» Et voilà, mais je me suis lancée. Quelles sont les idées préconçues qu'on a sur votre profession ? Que nous sommes des hygiénistes, on ne fume pas, on ne boit pas, donc on ne doit pas être drôle, on ne doit pas savoir s'amuser. Et en fait, non, on sait très bien s'amuser et tout se passe bien. Nous sommes des personnes tout à fait normales. C'est vrai que les tabacologues ne fument pas ? Eh bien, je n'en connais pas. Moi, j'en connaissais qui fumaient. Hein. Des tabacologues ? Ouais, mais vieille génération. Moi, je n'en connais pas. Ouais. Rien du tout. Rien du tout. Bon. Alors... j'arrête pas de recevoir des communiqués qui disent que finalement, ce qui permet de s'arrêter de fumer, le plus efficace, c'est le vapotage. C'est le vapotage ou les cigarettes électroniques. Alors, est-ce que c'est l'industrie des cigarettes électroniques qui, pour se venger, se déchaîne et nous assomme de communiquer, ou est-ce que c'est vrai ? Non, c'est vrai, c'est un bon outil pour l'arrêt du tabac, mais à même titre que les substituts nicotiniques. Donc, en fait, quand j'ai un patient devant moi, j'essaye de voir ce qui lui correspondrait le mieux. Et si la cigarette électronique est un bon outil pour le patient, je vais lui conseiller sans problème. Mais on peut être accro à la cigarette électronique. Oui, effectivement. Et ça, souvent, c'est que les personnes font leur sevrage eux-mêmes. Moi, mes patients qui prennent la cigarette électronique, je leur explique déjà que ça va être un outil d'aide à l'arrêt, comme un patch. Et un patch, on ne va pas le garder toute sa vie. Donc, ce qu'on va faire, c'est, pour l'instant, arrêter les cigarettes, passer à la cigarette électronique. Et après, on diminuera la nicotine progressivement pour arriver à du 0 mg. Et une fois qu'on sera à du 0 mg, eh bien, il va falloir travailler sur le comportement. Je viens de finir un repas, qu'est-ce que je fais après le repas ? Parce que avant je fumais, maintenant je vapote. Et donc là, qu'est-ce que je vais faire ? Et donc, on va travailler sur le comportement. C'est ce qu'on appelle les thérapies cognitivo-comportementales. Alors, il y a cette idée qu'on remplace une mauvaise habitude par une bonne habitude. Vrai ou faux ? Ben, il faut essayer, oui. Ouais. Oui, c'est ce qu'on essaye de faire. C'est après le repas, je reprends l'exemple de tout à l'heure, qu'est-ce que je vais faire ? Je peux aller me laver les dents, je peux aller me promener, ou effectivement, il y a des personnes qui vont réussir à ne rien faire. C'est au départ, c'est bien de remplacer parce que ça va nous occuper l'esprit. Et les mains. Et les mains. Dans votre livre, alors on ne s'arrête pas de fumer du jour au lendemain. Ça se prépare, c'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on ne s'arrête pas de fumer du jour au lendemain avec votre méthode ? Alors, parce que souvent, quand on s'arrête de fumer du jour au lendemain, on n'est pas suffisamment prêt
et eh bien on craque. Donc il faut un petit peu se préparer, un peu comme si on vous disait tiens tu vas faire le marathon de Paris. Mais si je le prépare pas un minimum, que je me mets devant la ligne de départ, il y a quand même très peu de chances que je réussisse à le finir. Alors oui, je peux, il y a certaines personnes qui arrivent, mais avec un entraînement, j'ai plus de chances de réussir. Donc pour vous, arrêter de fumer, c'est quelque chose qui se prépare? Oui, tout à fait. Il faut savoir si on a besoin de substituts nicotiniques, si on a besoin de savoir comment je vais faire pour gérer mes émotions autrement qu'avec la cigarette. On a besoin de savoir comment je vais faire quand je vais être en soirée avec mes copains, que peut-être je vais boire un verre d'alcool et que ça va me donner envie de fumer. Tout ça, ça s'anticipe. Et si on ne l'a pas préparé, eh bien c'est là où on se casse un petit peu le nez. Alors ça prend combien de temps cette préparation Alors, dans mon livre, je parle de 10 jours, mais après, s'il faut 1 mois, s'il faut 5 jours, on s'adapte. Mais c'est important quand même qu'il y ait cette phase de préparation. Vous dites qu'il est important de comprendre pourquoi on fume. Oui. Mais est-ce qu'on sait pourquoi on fume? Parce que c'est bon? Alors, Parce que ça fait plaisir? Oui. Je sais pas, mais comment on fait pour savoir pourquoi on fume? Mais on se pose justement ces questions. À quel moment je fume? La cigarette du matin au réveil, pourquoi je la fume? Et celle d'après le repas, pourquoi je la fume? Et celle de quand je suis énervée pour me calmer, justement, pourquoi je la fume? C'est pas le même rapport qu'on va avoir. Et c'est important de se poser ces questions parce que c'est ce qui va nous permettre de comprendre qu'est-ce que je vais faire à la place. Celle du matin, c'est généralement la cigarette de besoin nicotinique. Celle qu'on fume tout de suite au réveil, c'est qu'on n'a pas fumé de la nuit, on est en manque de nicotine. Celle qu'on va fumer pour se calmer, c'est pas forcément un manque de nicotine, c'est parce qu'on a appris à gérer ses émotions avec la cigarette. Donc on n'a pas le même rapport et c'est important justement de voir lesquelles sont dues à la nicotine, lesquelles sont dues à la dépendance psychologique et lesquelles sont dues juste au comportement. C'est-à-dire qu'on ne fume pas toute la journée pour les mêmes raisons? Non, tout à fait. Alors après, ça peut être entremêlé. Des fois, ça peut être et un peu de nicotine et un petit peu d'habitude, mais on ne fume pas pour les mêmes raisons. Et d'ailleurs, les cigarettes, on les apprécie pas de la même façon. Souvent, quand on demande à quelqu'un laquelle tu préfères, eh bien, on va avoir des réponses différentes, mais c'est pas tout le temps la même chose. Ça, c'est une vraie question peut-être pour ceux qui nous écoutent, savoir quel est le pourcentage des cigarettes que vous appréciez dans une journée. Oui, et d'ailleurs, est-ce qu'on l'apprécie de la première bouffée jusqu'à la dernière bouffée? Parce que parfois, souvent, celle qu'on apprécie, c'est les 2-3 premières bouffées. Puis après, on la fume instinctivement jusqu'à la fin, par habitude. Mais parfois, on n'a pas besoin de la cigarette entière. Plaisir, détente, convivialité, habitude. Oui. Ouais, c'est des raisons qu'on entend souvent. Tout à fait, mais ce sont des fausses croyances. Et justement, dans mon livre, j'essaye de casser, de débunker toutes ces fausses idées parce que c'est pas vrai. La cigarette, elle ne calme pas. La cigarette, elle n'est pas conviviale. Si, parfois, quand on est bien énervé ou qu'on a passé une bonne journée bien stressante. Mais vous avez l'impression que ça vous calme. Mais la nicotine, en fait, ça accélère le rythme cardiaque. Comment voulez-vous être plus détendu et plus serein avec un cœur qui bat plus vite? C'est comme si vous étiez en train de me dire pour me calmer, je vais boire un grand expresso, voilà, et boire peut-être 2. Non, en fait, c'est plus que vous allez calmer dans un premier temps votre manque de nicotine, donc vous avez cette impression de ça va mieux, mais comme en fait n'importe quel utilisateur de substances psychoactives, par exemple un cocaïnomane, s'il prend de la cocaïne, il se sent mieux. Et bien, vous avez ça pour tout. Donc quand vous êtes énervé, vous fumez votre cigarette, vous remplissez vos récepteurs de nicotine, vous avez l'impression que ça va mieux, mais en fait, ça va vraiment pas mieux parce que vous accélérez votre rythme cardiaque. Et puis d'ailleurs, très vite, des fois, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on se sent qu'on est très énervé, obligé de fumer une deuxième. Parfois, ça peut arriver qu'on enchaîne les cigarettes. Et qu'est-ce qui se passe à la deuxième? Souvent, elle a un goût de trop, de pas bon, et on l'écrase à moitié parce que effectivement nos récepteurs nicotiniques sont pleins et puis on n'a pas besoin de ça. Donc qu'est-ce qui calme? En fait, c'est juste la pause qu'on prend avec cette cigarette pour couper court à l'énervement ou se prendre 5 minutes pour se recentraliser, et c'est la pause qui nous calme, mais c'est pas la cigarette. Quels sont les bénéfices liés à l'arrêt du tabac?
Ils sont tellement nombreux. Déjà, à court terme, vous allez récupérer le goût, l'odorat, vous allez récupérer un meilleur teint, un souffle plus important. Donc ça, c'est tout le court terme, on va dire, et au long terme, on augmente son espérance de vie. On revient, en arrêtant de fumer, à l'espérance de vie d'un non-fumeur, c'est-à-dire qu'on a moins de risque d'avoir un cancer, moins de risque d'avoir une maladie cardiovasculaire, etc. Je voudrais qu'on le rappelle bien ce matin, la santé, c'est l'argument numéro 1 pour arrêter de fumer. La santé, mais après, je dis à tout le monde, c'est important que ça soit vos motivations. Si la santé, ça vous impacte pas, moi, c'est quelque chose d'important, mais peut-être que pour quelqu'un d'autre, ça sera l'argent économisé. Peut-être que pour quelqu'un d'autre, ça sera la liberté de ne plus être attaché à cette cigarette. En fait, les raisons pour l'arrêt du tabac, elles sont tellement propres à chacun que je pense que c'est important de se questionner, c'est pourquoi j'ai envie d'arrêter de fumer, il faut que ça résonne en vous. Si c'est la santé, allez là-dessus. Si c'est les économies, allez là-dessus. Voilà. La vérité, que c'est aujourd'hui, fumer, ça coûte un bras. Ça coûte très très cher. On est à 11 € le paquet en moyenne. Donc voilà, donc si vous fumez un paquet par jour pendant 30 jours, ça vous coûte 330 € par mois, c'est ça ? Oui, c'est ça, à peu près. Par mois, vous calculez à l'année, donc voilà, c'est quand même un budget. Oui. Et si vous êtes 2 à fumer dans la maison... Ah ben c'est colossal, hein. Là, le budget qui passe pour la famille, effectivement, c'est très important. Est-ce que les gens viennent aujourd'hui de plus en plus vous voir justement pour s'arrêter parce que ça coûte trop cher, ou est-ce que finalement un fumeur il est prêt à payer n'importe quel prix pour son paquet de cigarettes ? Alors oui et non, c'est-à-dire que oui, on a de plus en plus de personnes qui viennent nous voir pour qu'on les aide à arrêter de fumer parce que ça coûte très cher, mais il faut pas oublier que la dépendance, c'est une maladie du cerveau. C'est notre système de récompense qui a été biaisé. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on constate dans les chiffres là ? C'est qu'à l'heure actuelle, justement, dans les classes socio-professionnelles basses, eux, on n'arrive plus tellement à les faire arrêter de fumer, malgré les augmentations du prix du paquet. Donc ça veut bien dire que même si ça pèse énormément dans le budget, parfois on a tellement l'impression que voilà, ça va nous aider à gérer le stress, ça va nous aider à faire autre chose que on en oublie que ça coûte tellement cher. On vous propose de vous arrêter de fumer ce matin, en tout cas si vous fumez, avec mon invité Katie Delerisse, qui est tabacologue, qui est spécialiste dans le sevrage du tabac et du cannabis, qui est très présente sur les réseaux sociaux, et vous publiez « J'arrête vraiment de fumer » chez Marabout. Vous nous expliquez tout à l'heure que quand on vous dit que je fume parce que c'est bon... Eh bien c'est normal. Tout le monde va dire ça. Et peu importe la substance que vous prenez, quand vous êtes dépendant, vous trouvez ça bon. C'est votre système de récompense qui a été biaisé. Et c'est pour ça que c'est une vraie maladie du cerveau. Mais si on se remet un petit peu quelques années en arrière, généralement, le goût de la toute première cigarette de sa vie, quand on a 13, 14, 15, 16, ça dépend à quel âge vous avez commencé de fumer, la toute première, quand vous n'étiez pas encore dépendant, elle est pas bonne, celle-là. Alors, elle fait tousser. Oui, elle fait tousser, elle est pas très bonne, elle peut faire tourner la tête. Et en fait, mais c'est le contexte qu'on a aimé, qu'on a apprécié, et puis comme on veut faire comme tout le monde, on s'oblige, entre guillemets, à fumer la deuxième. Et comme la nicotine, ça fait partie des substances les plus addictives, on devient très vite accro, et très vite, on trouve ça très bon. Est-ce qu'il y a un bon jour pour commencer à s'arrêter de fumer ? Non, c'est le jour que vous avez choisi. Y en a qui vont me dire, je préfère arrêter le lundi, voilà, début de semaine, et d'autres qui vont me dire, non, je vais faire ça plutôt le week-end parce que je suis pas au travail, etc. Donc en fait, c'est le jour que vous choisissez. Alors comment est-ce qu'on gère la peur de l'échec ? Parce que beaucoup qui nous écoutent ce matin ont peut-être essayé de s'arrêter de fumer plusieurs fois, ont réussi quelques temps, et puis ils ont repris. Et donc ils se disent, de toute façon, à quoi bon réessayer ? Je vais essayer plusieurs fois, ça ne fonctionne pas. Comment est-ce qu'on gère cette peur de l'échec ? Alors, je pense que plutôt que de rester dans sa peur, c'est d'analyser qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi j'ai échoué ? Est-ce que j'ai échoué parce que j'étais trop en manque de nicotine ? Est-ce que j'étais énervée ? Est-ce que j'ai pris du poids et du coup, ça m'a fait peur et j'ai repris la cigarette ? Est-ce que j'ai repris la cigarette parce que j'étais énervée ? Bref, il faut analyser qu'est-ce qui s'est passé pour trouver une solution à mettre en place pour pas que ça se reproduise. Et
si vous avez l'impression que ça vous fait vraiment peur, que c'est insurmontable, bien justement, les tabacologues, on est là pour ça. On est là pour vous accompagner, pour vous rassurer, pour trouver des solutions. Quand vous ne voyez pas de solution, justement, à comment je vais faire. Moi, à chaque fois, je rechute quand je suis en soirée avec les copains qui me proposent une cigarette ou autre. Voilà, nous, on est là pour mettre en place des plans d'action, trouver des solutions. Tu sais, le copain vachement sympa. Allez, rien qu'une. Oui, ça. Vas-y, de toute façon, ça, tu vas pas replonger. En fait, ce copain, à la base, il se rend pas compte. Il est bienveillant même. En fait, il pense. Vous croyez qu'il est bienveillant ? Mais je pense pas qu'il veuille faire rechuter volontairement. Si c'est un copain, je parle d'un copain. Je pense que c'est juste que il se rend pas compte les impacts que ça peut avoir. Donc ça, il faut être préparé et se dire bon, allez, technique du disque rayé. Je vais répéter régulièrement. Non merci, je ne fume plus. Vous n'avez pas à vous justifier, à rentrer dans des discussions. On vous propose une cigarette. Non merci, je ne fume plus. Effectivement, le copain va reproposer. Non merci, je ne fume plus. S'il repropose encore une fois, vous refaites. Non merci, je ne fume plus. La seule petite phrase à dire, technique du disque rayé, normalement après il repropose plus. Non merci, je ne fume plus. Oui. Mais pourquoi tu fumes plus ? C'est pour ça que t'as grossi. Ah, mais là, effectivement, si il nous dit c'est pour ça que t'as grossi, on peut lui dire mais est-ce que tu crois que c'est très bienveillant ce que t'es en train de me dire ? Parce que voilà, les commentaires sur le physique, le poids de quelqu'un, sans qu'on lui ait demandé son avis, c'est pas recevable. Alors tout le monde ne prend pas de poids quand il arrête de fumer, mais c'est quand même la majorité des gens qui s'arrêtent qui prennent du poids. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer cette prise de poids ? En fait, quand on prend une cigarette, ça nous fait brûler quelques calories. Pourquoi ? Parce que, par exemple, quand on va inhaler de la fumée, on va inhaler un gaz qui s'appelle le monoxyde de carbone, qui va se fixer sur nos globules rouges à la place de l'oxygène. Donc, qu'est-ce que fait le corps ? Il a moins d'oxygène, donc il va faire battre le cœur un peu plus vite pour faire circuler le peu d'oxygène qu'il a dans le sang pour compenser. Donc, faire battre son cœur un peu plus vite, ça brûle un peu plus de calories. Donc, par exemple... Mais c'est pas énorme quand même dans ce que vous dites. Un paquet de cigarettes, c'est 200 calories de brûlé quand même. Donc 200 calories. Ah oui, si on fume un paquet par jour, oui. Oui, voilà. Mais c'est 10 calories la cigarette de brûler. Donc quand on veut limiter la prise de poids, justement à l'arrêt du tabac, ce qu'il faut, c'est continuer à brûler des calories, mais sainement, pas avec du tabac. On va le faire avec de l'activité physique ou sportive. Il n'y a pas un substitut qui permet justement de... Alors, on va pouvoir mettre effectivement des substituts à la nicotine parce qu'effectivement, le manque de nicotine, ça ouvre l'appétit. Donc, si on met en place des patchs ou des pastilles ou des chewing-gums de nicotine ou pourquoi pas une vape avec de la nicotine, eh bien déjà, on n'aura pas plus faim que d'habitude. Donc forcément, ça va pas, ça va nous aider et ça va limiter la prise de poids. Oui, parce que d'un côté, on brûle moins de calories et de l'autre côté, on a un peu plus faim. Oui, donc c'est quand même très très dur parce que on a très faim, il faut pas plus manger parce que sinon on va prendre du poids. Donc c'est pour ça que souvent, moi je dis à mes patients, vous savez, les patchs, les pastilles de nicotine ou autres, croyez pas qu'on vous prescrit ça forcément pour ne plus du tout avoir d'envie de fumer parce que vous en aurez quand même des envies de fumer. Parce que toutes les envies de fumer ne sont pas dues au manque de nicotine. Par contre, un patch de nicotine ou n'importe quel autre substitut, ça va vous permettre de limiter la prise de poids, d'être moins nerveux, d'être moins irritable, de ne pas avoir de saut d'humeur, etc. Mais justement, avec les substituts nicotiniques, est-ce qu'on n'est pas en train d'entretenir cette dépendance à la nicotine ? Non, parce que ce n'est pas fait de façon shoot. La cigarette, quand on inhale la fumée, en 7 secondes, ça monte au cerveau. On a cette sensation de « je me sens mieux » en 7 secondes. Un patch, vous n'avez pas ça. Une pastille de nicotine, vous n'avez pas ça. Effectivement, avec la vape, on a toujours ce shoot de nicotine. C'est pour ça qu'on a plus de mal parfois à se détacher de sa cigarette électronique. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des techniques pour ne plus être accro à sa cigarette électronique. Bon, avant de commencer l'arrêt du tabac, vous invitez ceux qui vont le faire à une séance de ramassage de mégots. Pourquoi, Berck ? Parce ça pue les mégots en plus. Justement, ça pue, c'est dégoûtant et c'est pour faire voir que peut-être vous avez, sans vous en rendre compte, un jour jeté un mégot par terre.
Et en fait, il faut prendre conscience à notre époque de l'impact écologique qu'a ce geste-là. Un mégot, c'est 500 litres d'eau qui est polluée. Je pense qu'à l'heure actuelle, notre planète, elle n'a pas besoin de ça. C'est-à-dire un mégot, c'est 500 litres d'eau qui est polluée. Un mégot qui va se retrouver dans l'eau, dans l'océan, va contaminer 500 litres d'eau. Donc, comme je vous le disais, je pense qu'à notre époque, à l'ère du réchauffement climatique, voilà, on peut prendre conscience que jeter son mégot, c'est pas rien, c'est pas un geste anodin. Donc, moi, je pense que de faire une séance de ramassage, pour l'avoir fait plusieurs fois, ça permet de se dire, oh là là, effectivement, ça se trouve, j'ai quand même bien pollué la planète quand, sans m'en rendre compte, j'ai jeté quelques mégots par terre. De le faire, ça va vous rendre compte que ça sent mauvais, c'est dégoûtant et ça va peut-être renforcer vos motivations à arrêter de fumer. Alors quand on fume, il y a plusieurs types de dépendance. Vous commencez par vous attaquer à la dépendance physique. Pourquoi ? Alors, je le fais pas dans un ordre précis. Non. Oui, peu importe. Je le fais tout en même temps. J'explique qu'il y a 3 dépendances. La dépendance physique, la dépendance comportementale et la dépendance psychologique. Et qu'il va falloir gérer les 3. Alors, effectivement, dans mon livre, il fallait choisir un ordre. D'accord, oui. Donc, vous commencez pas par la dépendance physique. Non, je le fais... la première consultation, quand j'ai un patient devant moi, je fais toujours ce que j'appelle le test de Fagerström. C'est le test de dépendance physique. Alors, expliquez-nous un petit peu. Il est dans votre livre, d'ailleurs, vous pouvez le faire. C'est un questionnaire, c'est 6 questions. Ça nous permet d'avoir un score et avec ce score, on va déterminer si, oui ou non, il faut des substituts nicotiniques ou pas. Et donc, ça, justement, pourquoi je le fais très rapidement ? Parce que, en fait, c'est très rapide. On ne va pas y passer des heures. Ce qui est long, justement, dans le sevrage du tabac, c'est plutôt les habitudes, apprendre à gérer ses émotions. Donc, en fait, je me débarrasse de ça assez vite sur la prescription des substituts nicotiniques pour me concentrer sur ce qui va me prendre le plus de temps. C'est pour ça que je l'ai mis en premier dans mon livre, mais ce n'est pas parce que c'est le plus important. Alors, quel est le temps qu'il faut pour se sevrer de nicotine à peu près ? Est-ce qu'on a une idée ? Oui, c'est à peu près entre 1 à 3 mois pour se sevrer de la nicotine. Alors souvent les gens me disent oui mais pourtant si je fume pas j'en ai plus dans le sang. Effectivement on n'a plus de nicotine dans le sang très rapidement, mais en fait nos récepteurs nicotiniques au niveau de notre cerveau, faut imaginer que dans votre cerveau vous avez comme des petits paniers qui sont là pour récupérer votre nicotine. Et que ces petits paniers quand ils sont pleins de nicotine on est bien, quand ils sont vides eh bien, ils vous rendent nerveux, agressifs, ils vous donnent faim. Et donc, ces petits paniers, il faut s'en débarrasser. Et ces petits paniers, ils mettent entre 1 à 3 mois à disparaître. Donc, finalement, ça veut dire quoi, se sevrer de nicotine ? C'est de se sevrer des petits paniers, des récepteurs à la nicotine, pour plus qu'on ait, justement, besoin de nicotine. Et on ne les garde pas à vie ? Alors, c'est un peu un abus de langage quand je dis récepteurs nicotiniques. En fait, ce sont des récepteurs à acétylcholine, donc on en a tous. Tout être humain a des récepteurs. Sauf, ce qui se passe, c'est que quand on commence à fumer, eh bien, en fait, on va multiplier ces récepteurs. Et donc, un fumeur a beaucoup plus de récepteurs qu'un non-fumeur. Donc, en faisant le sevrage de nicotine, on revient à un taux normal, comme un non-fumeur. Mais le corps garde quand même en mémoire. Et ce qui se passe, c'est que si on refume une cigarette, eh bien, ils reviennent très vite. C'est pour ça que je vous pose la question, parce que finalement, est-ce que le corps a cette mémoire des récepteurs en disant que si on s'arrête, c'est plus jamais, ou finalement on peut s'accorder une cigarette de temps en temps ? Non, si on s'arrête, c'est plus jamais. Parce que ça revient très très vite. Alors, il y a certains patients qui vous disent dès le lendemain j'allais me racheter un paquet, et d'autres qui vont dire en fait j'ai fumé une cigarette en soirée, j'ai vu que je maîtrisais, le lendemain j'ai pas fumé. Donc en fait qu'est-ce qu'ils font ? À chaque soirée ils fument, et puis après il va se passer un soir où ils vont être énervés, où ils vont avoir une autre raison, et ils vont fumer, et puis vous voyez que ça se réinstalle progressivement. C'est-à-dire qu'en fait la tolérance elle s'accroît. Ouais, donc il faut vraiment faire le deuil de sa cigarette, et ça c'est important. Pour faire le deuil de sa cigarette, il faut comprendre qu'il n'y avait pas de bonnes raisons de fumer, justement, que toutes ces bonnes raisons elles étaient illusoires. Non,
la cigarette, ça ne calme pas. Non, la cigarette, c'est pas bon. Ce qui vous fait croire que c'est bon, c'est votre dépendance physique. Non, la cigarette, ce n'est pas convivial. Ce qui est convivial, c'est les soirées entre potes, mais c'est pas la cigarette. Voilà, l'arrêt du tabac ce matin avec mon invité Katie Deloris, qui est tabacologue, spécialiste dans le sevrage du tabac et du cannabis, et qui publie J'arrête vraiment de fumer chez Marabout. J'imagine que si on arrête le tabac, il faut arrêter le cannabis aussi. Alors dans l'idéal, oui, mais c'est pas une obligation. C'est ce que j'explique j'ai mis un petit chapitre bonus sur le cannabis. Après, ce qu'il faut, c'est si vous le fumez avec du tabac, ça va être problématique. Donc il va falloir faire le choix de soit l'arrêter, soit de pas le consommer avec du tabac. Et donc pour ça, généralement, on utilise un vaporisateur. Et voilà, ça peut être une solution. Bon, on n'est pas obligé d'arrêter les deux en même temps. Non, on n'est pas obligé. Bon, ça va arranger Tariq, ça d'ailleurs, qui réalise l'émission aujourd'hui. Mais c'est ça les gens du showbiz. Mais on est dans les clichés. Hein, je fume pas, moi. Non, les gens du showbiz, il y en a beaucoup qui fument. Moi, je fume pas. Avant de monter sur scène, surtout. Non, moi, j'ai d'autres vices. Ah, mais ça fera l'objet d'une autre émission. C'est une autre émission. Si vous voulez bien. Oui, mais pas ici. Bon, question standard. Les substituts nicotiniques, c'est de la triche? Alors, c'est comme si on était en train de me dire prendre du paracétamol quand on a mal à la tête, c'est de la triche. Je vois pas où est la triche. C'est juste soulager une douleur. Est-ce que, pareil, quand on accouche, prendre la péridurale, c'est de la triche? Non, je ne crois pas. Je pense qu'on n'est pas tous égaux face à la douleur et que si on a besoin de substituts nicotiniques, on peut prendre des substituts nicotiniques. Ça nous enlève pas du courage. D'ailleurs, c'est même pas une histoire de courage, c'est une histoire de être tolérant plus ou moins à la douleur. Et c'est même important dans la réussite du projet, d'ailleurs, hein. Eh bien oui, on sait que les substituts nicotiniques ou la cigarette électronique avec de la nicotine, ça va augmenter les chances d'arrêt du tabac. Donc pourquoi s'en passer? Alors on parlait du test de Fagerström tout à l'heure, mais il y a un autre test qu'on retrouve dans votre livre, c'est le test de Horn, et là qui permet de comprendre sa dépendance psychocomportementale. Oui, parce que comme je l'ai dit, il y a 3 dépendances au tabac. La dépendance physique, la dépendance comportementale et la dépendance psychologique. Donc, 2/3 du problème, c'est quand même psychologique ou comportemental. C'est important, comme je l'ai dit, de savoir pourquoi on fume. Est-ce que c'est juste une habitude, un réflexe ? Je viens de finir un repas, j'allume ma cigarette, je bois un café, j'allume ma cigarette. Ou est-ce que j'utilise la cigarette pour gérer mes émotions ? Ça, ce test-là, ça va nous permettre de voir un peu plus clair, de se dire, ah ben oui, à chaque fois que, par exemple, je suis anxieux, j'ai besoin de ma cigarette. Donc, il va falloir apprendre à gérer son anxiété autrement. Parce que là, effectivement, les substituts nicotiniques, ils sont pas magiques. Ils sont là pour limiter le besoin de nicotine. Mais ils vont pas vous apprendre à gérer votre anxiété. Donc, il y a un moment donné, il va falloir apprendre à la gérer, cette anxiété. Alors, là, j'ai pris l'exemple de l'anxiété, mais ça peut être d'autres émotions, ça peut être d'autres habitudes. Donc, ce test de Horn, c'est pour vous faire prendre conscience que la cigarette, c'est pas justement qu'une histoire de nicotine. Parce qu'il y en a plein qui me disent « Ah, j'ai déjà essayé les substituts, ça ne marche pas. » Oui, mais peut-être parce que vous n'avez pas bien compris votre dépendance. Ou alors, ça me fait vomir. Ou alors j'ai la nausée. Ouais, c'est quelque chose qui revient souvent. Mais alors, si vous avez la nausée, c'est que c'est mal dosé. La nausée, c'est un signe de surdosage de nicotine. Donc, soit votre patch est trop fort, soit c'est effectivement, des fois, on a ça avec les gommes, et c'est que c'est une mauvaise utilisation. Les gommes de nicotine, ça se mâche pas comme un chewing-gum de nicotine. C'est pas c'est comme un chewing-gum classique, je veux dire. C'est un chewing-gum de nicotine, c'est un médicament, ça se prend d'une certaine façon, c'est pas un bonbon. Je crois qu'elles sont remboursées d'ailleurs, hein, aujourd'hui. Tous les substituts, par la sécurité sociale. Tous les substituts nicotiniques, avec une prescription médicale, sont remboursés par l'assurance maladie. Ça, c'est de l'aide qu'on peut attendre d'un tabacologue, notamment à apprendre à doser les substituts nicotiniques. Ça, c'est important. Oui, parce que c'est souvent très très mal dosé, c'est souvent très mal utilisé. Par exemple, j'ai beaucoup de patients qui vont me dire « Ah ben moi, j'ai essayé
le patch et ça marche pas. Mais en fait, jamais on prescrit un patch seul. On met toujours des patchs plus une forme orale, pastille ou chewing-gum, et on peut même mélanger le patch et la cigarette électronique. On met pas que le patch tout seul, ça n'a pas de sens. Et pareil, les gens qui ont une grosse dépendance physique, qui me prennent 20 chewing-gums à la nicotine par jour, ça n'a pas de sens. Il fallait un patch plus des chewing-gums. Donc souvent, il y a une mauvaise utilisation des substituts qui font qu'ils n'ont pas été bien utilisés. Combien de temps une envie de fumer dure-t-elle ? Ça dépend si vous êtes substitué ou non avec de la nicotine. Si vous êtes correctement substitué, ça veut dire que normalement, vous n'avez pas besoin de nicotine. Donc l'envie, elle va monter très fort, elle va durer 3 à 5 minutes, puis après, elle va redescendre parce que c'est juste une habitude ou une émotion. Donc normalement, voilà, ça va passer. Donc ce qui veut dire que ça dure entre 3 et 5 minutes et après, ça passe. Ça redescend. C'est ça que ça veut dire. Comme une vague. D'accord. Si vous n'êtes pas correctement substitué en nicotine et que le test de Fagerström justement a prouvé que vous aviez besoin de substituts, mais vous n'avez pas voulu les prendre, vous n'avez pas écouté la tabacologue qui vous disait il faut les prendre, eh bien l'envie, elle va continuer et ça va être très dur. Et là, on en revient à la gestion de la douleur. Il y a des gens qui vont réussir à s'accrocher à ça et l'envie va quand même passer, heureusement. Puis d'autres, ils vont se mettre en difficulté. Donc, généralement, on va dire qu'une envie de fumer, quand elle est due soit à un comportement, soit à une émotion, elle dure quand même 3 à 5 minutes. Si elle est due à la nicotine, elle peut durer plus longtemps. Un truc, quand on est face à une envie, qui fonctionne bien ? Durer 3 à 5 minutes et il va falloir s'occuper l'esprit. Respirer, regarder une vidéo sur son téléphone, téléphoner à quelqu'un, prendre son substitut, peu importe, mais c'est s'occuper l'esprit, pas focaliser sur son envie. Se dire, ok, j'ai une envie de fumer, elle va durer 5 minutes, donc il va falloir que je fasse avec. Bon, pendant ce temps, qu'est-ce que je peux faire pour ? Ce qui est très important de comprendre, c'est que pour s'arrêter de fumer, il faut un plan. Oui, il faut un plan, c'est de se dire, qu'est-ce que je vais faire quand je vais avoir envie de fumer ? Donc, il faut l'anticiper, c'est ça ? Il faut l'anticiper. Ouais. Donc, je sais que l'envie, elle va durer 3 à 5 minutes. Donc, qu'est-ce que je vais faire pendant ces 3 à 5 minutes ? Mais ce que je vais faire, ça va pas être la même chose le matin, à la pause avec les collègues, après le repas, le soir. Donc, c'est pour ça qu'il faut l'anticiper et le préparer, son arrêt du tabac. Je vais envisager chaque situation. Donc, par exemple, j'ai envie de fumer, j'attends mes 3-5 minutes. Après, la phase 2 du plan, généralement, ça va être, si j'ai besoin de substitut, je prends mon substitut nicotinique. Mais si avec le substitut, l'envie, elle ne passe pas, il faut l'avoir envisagé aussi, parce que sinon, qu'est-ce qui se passe ? Je retire mon patch et je me dis, je suis encore nulle, j'ai pas de volonté, j'y arrive pas, alors que ça n'a rien à voir avec la volonté. Donc, il faut se dire, ok, si ça ne passe pas, qu'est-ce que je fais ? Et puis, pareil, il faut se dire, si je rechute sur une cigarette, qu'est-ce que je fais ? Jamais se dire, foutu pour foutu, allez, je refume. Non, on peut faire des écarts, des faux pas, ça peut arriver. Alors, quel est le moment le plus difficile quand on s'arrête de fumer ? C'est la première semaine ou pas ? Alors, oui et non, ça dépend. Il y en a qui vont vous dire oui, c'est la plus difficile parce que forcément c'est là où il y a le plus de symptômes de sevrage, mais c'est là aussi où on est le plus motivé au départ. Donc on arrive à faire face à ces difficultés parce qu'on a la motivation qui est à son sommet. Et des fois dans le temps, la motivation elle s'effrite un peu. Et là, on va être un peu plus fragile. Donc, je dirais que ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui vont me dire c'est plus difficile au début, et puis d'autres qui vont dire non, c'est avec le temps. Alors, quels sont les symptômes de sevrage ? La nervosité, l'irritabilité, les sensations de faim, la déprime. Voilà, tout ça, ce sont des symptômes de sevrage. Et alors, le fait de tousser, de se gratter la gorge, de faire des rhumes, d'avoir des angines, ça vient d'où ça ? Ça peut paraître paradoxal puisqu'on ne fume plus. Oui, et c'est très souvent, il y a plein de personnes qui me disent mais maintenant que j'ai arrêté de fumer, je suis encore plus malade qu'avant. Alors, il faut savoir que vos microcils, en fait, dans notre arbre pulmonaire, on a des microcils comme des petits poils qui sont là pour faire justement remonter les impuretés. Et donc, comme il y avait de la chaleur de la cigarette avant, ils étaient brûlés ces microcils et ils pouvaient pas faire le travail.
Comme il n'y a plus de chaleur avec la cigarette, quand vous avez arrêté de fumer, il repousse comme des petits poils, hein, donc ça repousse très vite. Et donc, forcément, il y a un travail de fou parce que vos poumons, ils sont tout noirs. Donc, ils vont pousser, ils vont nettoyer tout ce qu'il y a de noir dans vos poumons et ça fait tousser, ça donne mal à la gorge, etc. Donc, c'est plutôt un bon signe. Ça veut dire que, en fait, vous êtes en train de nettoyer votre organisme. C'est auto-nettoyant, en fait. Exactement. On dit que la cigarette du matin est la plus difficile à supprimer. Est-ce qu'il y a un truc pour supprimer la première cigarette de la journée, celle qui fait le plus mal ? Enfin, ou le plus de bien d'ailleurs, ça. Alors, si vous faites partie des personnes qui fument dès le réveil, parce que ça, c'est pas tout le monde, mais certaines personnes fument dès le réveil, c'est un des signes comme quoi il y a certainement une grosse dépendance à la nicotine. Donc déjà, ces personnes-là, je vais leur dire, il va falloir mettre en place des substituts. Et puis après, ça va être de changer ses habitudes. Si d'habitude vous vous réveillez café, cigarette, peut-être que vous allez vous réveiller, vous allez aller à la douche en premier, vous allez peut-être changer votre petit déjeuner, prendre un thé plutôt qu'un café. Voilà, on va changer les habitudes, l'ordre des choses pour perturber un petit peu le cerveau. C'est ça, voilà, il faut remplacer, comme on disait tout à l'heure, une mauvaise habitude par une bonne habitude. Mais en tout cas, changer les choses. Exactement. Ça, c'est important. Il y a le pouvoir magique de ce que vous appelez le brossage des dents. Hein. Oui. Pourquoi ? Parce que se brosser les dents, ça dure à peu près le même temps qu'une cigarette, 3 minutes. C'est quelque chose qu'on met dans la bouche. Donc, sauf que à la fin, on a une bonne haleine, pas comme avec la cigarette. Donc souvent, effectivement, après les repas, je peux suggérer cette idée. Allez vous brosser les dents. Vous verrez que après avoir un bon goût de menthe dans la bouche, on n'a pas forcément envie d'aller fumer. Et puis il y a tous ceux qui sont pas encore en télétravail, mais qui profitent au boulot de la pause clope, café, clope, et on va fumer en bas. Et ça, c'est des rituels. Hein. Je t'attends, je prends ma pause en même temps que toi, je vais fumer. Comment on fait justement pour remplacer ce moment de convivialité avec des collègues qui fument ? Alors, il faut savoir déjà comment vous vous sentez. Est-ce que vous vous sentez capable quand même d'aller avec vos collègues en pause ? Si c'est oui, allez-y. Si vous en sentez pas capable, est-ce que vous pouvez pas aller en pause avec d'autres non-fumeurs ou autres ? Ce qu'il faut se dire déjà, c'est très très important, c'est que ce qui est agréable, c'est la pause. C'est couper son temps de travail et se donner 5 minutes pour parler de la pluie et du beau temps avec ses collègues. C'est ça qui est important. C'est ça qu'on apprécie. Donc, il faut aussi reformater ses idées en disant « Non, mais moi, ce que j'aime, c'est discuter avec Bernard de ça, avec Sabrina de ça, c'est de rire aux blagues de Jean-Claude, etc. » C'est ça qui est important. Et après, ça va être... Ils ont des prénoms sympas, vos collègues. J'ai donné des prénoms au hasard. Je ne veux pas dire, mais... Vous avez des collègues de mon âge. Et puis Bernard et Jean-Claude. Et après, ça va être surtout de s'occuper les mains, se dire si j'avais l'habitude d'avoir une cigarette dans les mains, qu'est-ce que je vais prendre ? Une petite balle anti-stress, un stylo, peu importe. Et ça peut être s'occuper la bouche, prendre un chewing-gum, grignoter. Là, on va arriver à la saison des clémentines, une petite clémentine, etc. Mais oui, j'ai pris des prénoms un peu passe-passe partout, on va dire. Alors moi, j'arrive à la fin de l'émission, c'est mon arrêt de tabac qui ressort. C'est la clim. Je sais pas pourquoi on a la clim encore. Il faut juste couper la clim. Allez, pour tous ceux qui veulent s'arrêter de fumer, Katie Delris, alors je rappelle que vous êtes très présente sur les réseaux sociaux. On vous retrouve où ? Sur Instagram, sur TikTok et sur YouTube. Votre livre s'appelle « J'arrête vraiment de fumer » chez Marabout. On réécoute l'émission en podcast sur beurrefm.net et sur les plateformes qui reprennent l'émission. Et puis on verra la vidéo sur la chaîne YouTube. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup à vous de m'avoir invité. Avec beaucoup de plaisir et très belle journée. Santé sur Beurre FM.